Le 2 décembre 2011, Sean Dickerson se connecte sur son compte Facebook pour y publier 16 photos différentes. Et c'est un peu étrange parce que Sean n'avait pas l'habitude de publier sur ses médias sociaux. Sean Dickerson disparaîtra quelques heures plus tard. Et sa disparition va être incluse dans le California Five, donc la disparition de 5 hommes différents en Californie entre 2010 et 2013. Aujourd'hui, on va plus s'attarder sur la disparition de Sean Dickerson, justement, mais on va parler des autres disparitions qui ont beaucoup de points en commun, donc restez là. Allô Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire de disparition. Ça fait quand même un moment que j'ai fait ça. En fait, j'en fais plusieurs, mais une disparition américaine, là, pas québécoise. J'ai pas grand-chose à dire là, pour le moment. On va tout de suite passer à la disparition. Je veux juste prendre le temps, je le fais pas souvent, mais je veux vraiment prendre le temps de remercier mes membres Patreon. Patreon, là, moi, je vois ça comme une manière vraiment d'encourager ton créateur préféré. De mon côté, il y a des petits privilèges, là, comme par exemple, tu peux avoir accès aux vidéos avant tout le monde. Fait que c'est quelques jours avant. Parfois, c'est plusieurs mois avant, là, surtout pour mes Victorian Studio. Aussi, c'est des vidéos qui n'ont pas de publicité, donc ni des publicités YouTube. Et j'enlève aussi les partenariats. Et en fait, je vais vous dire les plateformes, là, donc les Patreon Charltonis à 1$ par mois, là, je pense que c'est US, là. 1$ par mois, justement, vous avez les vidéos à l'avance et pas de publicité. Charltonist Audio, ben, vous avez les vidéos en format audio tout simplement à l'avance, sans publicité. Mega Charltonist, 3$ par mois. Vous avez accès au Victorian Studio, la partie Patreon, là, que c'est des questions du public. Fait que vous avez vraiment accès à toutes les vidéos. Et souvent, dans la partie Patreon, pour Victorian Studio, la personne, là, l'invité, se met automatiquement beaucoup plus à l'aise parce qu'elle sait qu'elle est écoutée par un peu moins de personnes. Même moi, là, je me laisse plus aller dans le côté Patreon, justement, parce que, ben, les gens qui sont abonnés à mon Patreon, ils m'aiment beaucoup, fait qu'ils vont pas vraiment critiquer mes questions, ou comment je me tiens, ou qu'est-ce que je dis, ou bon. Fait que je suis plus à l'aise, là. Puis Charltonist à fond, à 10$ par mois, ben là, vous pouvez venir assister à un Victorian Studio, donc assister à l'entrevue. C'est toujours le fun de vous rencontrer en vrai. Puis aussi, vous avez accès aussi à la vidéo plus longue, vidéo sans publicité, vidéo à l'avance. Donc, voilà. Merci beaucoup, encore une fois, à mes Patreons. Ça a l'air de rien, là, mais quand je travaille 50 heures sur une vidéo qui est démonétisée, c'est toujours plaisant là, d'avoir ce Patreon. Les Patreons, justement, c'est un petit revenu supplémentaire, puis ça me permet de continuer à vous fournir des vidéos. Puis moi, je suis abonnée à 2 Patreons moi-même, là. C'est pas tant que ça, tu sais. Puis Patreon, ce qui est cool, c'est qu'aussi, tu peux encourager un créateur pendant plusieurs années, plusieurs mois. Puis après, tu dis, ben, OK, j'ai déjà encouragé beaucoup lui, je vais switcher à un autre créateur. Moi, je suis abonnée à Sous-Écoute et une de mes amies qui a une galerie d'art, donc je suis membre de Patreon aussi. Ça fait quand même longtemps que je suis abonnée à ces 2 Patreons-là, je pourrais éventuellement en rajouter un autre, puis je trouve que c'est vraiment cool pour ça. Et maintenant, passons à la vidéo. This is not a test. Donc, avant de passer à la disparition en tant que telle, je vais vous parler un peu de Sean. Sean Dickerson est né le 11 novembre 1988 en Californie. Il a 23 ans au moment des faits. Malheureusement, dans sa vie, là, en tant que parent, il y a juste sa mère Trisha, de qui il est très proche, parce que son père est décédé dans un accident de moto quand Sean avait 2 ans. Quand il a disparu, il vivait à San Francisco. Ça faisait quelques années qu'il vivait là, après son diplôme secondaire, donc high school. Donc ça devait faire 4-5 ans qu'il vivait loin de sa famille, donc à San Francisco. Depuis environ 1 an, Sean vivait dans un appartement avec 5 colocataires, dont Anne-Julie, qui est une de ses ex qu'il a fréquenté au lycée, qu'il a daté. Là, je suis vraiment pas sûre parce que, bon, il était très très proche, il était toujours resté très proche malgré la séparation, là, après être sortis ensemble. Dans les articles, j'ai lu qu'ils étaient en couple, d'autres, j'ai lu qu'ils étaient juste très amis. Ça n'a pas d'importance, mais Anne-Julie était présente dans la vie de Sean. Sean, c'est aussi un musicien. Il jouait du clavier musical, puis il faisait partie d'un petit band nommé Faye.
Ça faisait environ 1 mois que Sean avait un nouvel emploi. En fait, il était vendeur dans un magasin de vêtements pour hommes qui s'appelait Rollo. Puis il était vraiment content de travailler là parce que ça lui permettait d'économiser de l'argent, car à ce moment-là, son rêve le plus cher, c'était de déménager à New York avec justement Anne-Julie. Il est allé à New York en visite donc l'année d'avant, à l'été 2010, et il avait adoré vraiment. C'était vraiment un gros coup de cœur pour lui, fait qu'il voulait y déménager. Fait que c'est ça pas mal sa vie au moment des faits, là. Il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien qui clochait, il menait une vie régulière. Tout a pas mal commencé le 1er décembre 2011. Comme à tous les jours, Sean y est allé au travail chez Rollo, puis il y avait une évaluation avec son patron, donc je pense qu'il allait lui donner un feedback, là, un petit review de comment il faisait, comment il agissait au travail, s'il faisait du bon travail. Et ensuite, il allait lui donner son salaire en argent parce que Sean n'avait pas de compte de banque. Toujours la même journée, vers 13h, Sean est rentré chez lui pour dîner, donc c'était son heure de lunch. Mais là, étrangement, en après-midi, il n'est pas rentré travailler alors qu'il était supposé travailler, il était sur l'horaire. Son patron l'a ensuite appelé à plusieurs reprises, il lui a laissé des messages sur sa boîte vocale, mais il n'y a eu aucun retour. Le patron de Sean était quand même surpris parce que de ce qu'il connaissait de Sean, là, depuis 1 mois, il manquait pas vraiment de travail, surtout sans avertir. Fait qu'il était un peu inquiet, il se posait des questions, mais en même temps, ça faisait juste 1 mois qu'il avait comme employé, fait que c'est difficile de dire, là. Finalement, à 23h30, le soir même, Sean a rappelé son patron pour se confondre en excuses, lui dire qu'il était vraiment désolé d'avoir manqué le travail. Son patron lui a dit, ben honnêtement, écoute, c'est la première et la dernière fois que ça va se produire parce que moi, j'ai besoin d'employés sur qui je peux compter. Tu sais, c'est normal, là, je peux pas avoir des employés qui se présentent pas au travail quand ils sont sur l'horaire. Sean lui a dit qu'il comprenait parfaitement puis qu'il était désolé. Après l'appel cette soirée-là, Sean est resté debout jusqu'à environ 4h du matin avec ses colocataires où ils ont parlé pas mal de tout et de rien. On sait aussi qu'à 1h15 du matin, cette soirée-là, Sean revenait vers son appartement et il parlait au téléphone avec un de ses voisins qui était son ami. Et c'est drôle parce qu'ils se parlaient au téléphone puis ils se sont croisés finalement. Ils ont raccroché, ils se sont vus. En fait, son voisin était juste assis devant chez eux, dehors, sur le palier. Les gars ont parlé environ 1 minute dehors. Sean avait l'air un peu frustré apparemment parce qu'il a dit qu'il venait de perdre sa job ou qu'il pensait la perdre. Fait que ça l'a un peu fâché puis a partagé ça à son voisin très rapidement. Le lendemain, Sean s'est réveillé vers 11h du matin et il s'est réveillé vraiment en sursaut puis à la hâte. Il est parti très très vite parce qu'il a dit à ses colocataires qu'il allait être en retard au travail. Donc il est parti en coup de vent. Il a quitté officiellement son appartement à 11h30 en avant-midi et ce sera la dernière fois qu'on va le voir officiellement. Au moment des faits, il portait un hoodie foncé gris ou noir, une chemise noire, des pantalons noirs et des chaussures brunes de travail là, propres. Et Sean ne s'est jamais présenté au travail comme prévu. C'est assez étrange parce que là, Sean s'est réveillé en vitesse, il dit à ses colocataires qu'il va être en retard, qu'il doit quitter pour le travail. Il est habillé en travail, une chemise noire, des pantalons propres, des chaussures propres, mais il ne se présente pas au travail. Écoutez ce qu'il a fait à la place. Finalement, cette journée-là, au lieu d'aller au travail, justement, il a décidé de ne pas y aller, de profiter de sa journée et de prendre en photo un peu ce qu'il faisait tout au long de sa journée. À 16h02, cette journée-là, Sean a publié 16 photos différentes sur Facebook, ce qui est, comme j'ai dit plus tôt, c'est très étrange parce qu'il n'avait pas l'habitude du tout de publier sur Facebook. Par exemple, là, on peut voir cette photo-là de ses pieds. Ensuite, il a aussi pris une photo de la baie à San Francisco, mais aussi d'un repas qu'il a mangé, donc c'était du canard à l'orange. L'ex de Sean, Anne-Julie, par la suite, elle a regardé les photos puis elle a été capable de déterminer vraiment le trajet que Sean a pris cette journée-là. Il a juste décidé d'aller marcher à San Francisco. Puis elle savait exactement parce que c'était des endroits qu'ils avaient l'habitude d'aller visiter ensemble. Donc on parlait du Chinatown, le parc aquatique, le fort Mason. Et c'est vraiment comme si cette journée-là, Sean, au lieu d'aller travailler, il a juste décidé d'aller prendre une marche, de profiter de la journée et de jouer aux touristes. Ce qui était pas son genre, encore une fois, parce que il était
quand même très... quand il y avait un travail, il y allait. Juste de sécher le travail de même sans avertir, c'était pas dans ses habitudes, ça faisait pas partie de sa personnalité. Malheureusement, ça a été vraiment la dernière trace de Sean, ces photos-là. Après, plus rien, il a arrêté de donner de ses nouvelles. Finalement, après plusieurs jours sans nouvelles de Sean, ses colocataires et sa mère ont décidé de signaler sa disparition, soit le 6 décembre 2011, 4 jours après avoir été vu pour la dernière fois. On sait que depuis le 2 décembre, son téléphone n'a pas été utilisé. Donc, le dernier appel ou la dernière trace numérique date du 2 décembre. Le 3 décembre, Anne-Julie a essayé de l'appeler sur son téléphone, qui est allé directement à la boîte vocale. Donc, soit son téléphone était fermé, il n'y avait plus de batterie, ou peut-être qu'il l'a juste brisé ou déconnecté. Et vous allez me dire, ouais, pourquoi tu fais une vidéo là-dessus? Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Effectivement, c'est une histoire plutôt banale. Ça veut pas dire qu'elle ne mérite pas qu'on en parle. C'est vraiment mon motto, là. Moi, je vais parler des disparitions dont on parle pas beaucoup, et d'autres qui sont très médiatisées aussi, mais peu importe. Mais en fait, ce qui est bizarre particulier dans cette disparition-là, c'est qu'elle ressemble étrangement à la disparition d'autres hommes qui ont disparu en Californie dans ces années-là, soit de California 5. Donc, je vais vous en parler brièvement des autres disparitions, là, mais vous allez voir, elles sont vraiment toutes pareilles, ou presque. Premièrement, il y a eu Jackson Miller, de 19 ans, qui a disparu le 15 mai 2010, lui aussi à San Francisco. Bon, j'ai l'impression que pour le cas de Jackson Miller, c'est malheureusement assez clair qu'est-ce qui est arrivé. Jackson souffrait d'anxiété assez grave et de dépression. Et la dernière fois qu'il a été aperçu, c'est dans le stationnement du Golden Gate Bridge, donc le pont très fameux, très célèbre à San Francisco. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il s'est stationné, il a laissé sa voiture là, puis il s'est dirigé vers le pont. Dans ce cas-ci, c'est pas mal clair qu'est-ce qui est arrivé. On est pas mal sûr que c'est un suicide. Mais ce qui rend la chose un peu questionnable, c'est qu'à travers les années, il y a plusieurs personnes qui affirment avoir vu Jackson Miller à différents endroits aux États-Unis. Mais tu sais, on peut-tu vraiment se fier à des témoignages de gens qui connaissent pas ce gars-là? Tu sais, à chaque fois qu'il y a une personne disparue, on croit voir cette personne à travers le monde, à travers la province, à travers la ville. C'est sûr parce que dans la vie, il y a plusieurs personnes qui se ressemblent, tu sais. Mais bon, je pense que sa famille n'a pas encore fait son deuil, puis tu sais, elle croit encore que Jackson pourrait être en vie, ce qui est pas impossible, vraiment, mais le scénario le plus probable, c'est qu'il s'agisse d'un suicide, malheureusement. Le 6 octobre 2011, c'est maintenant au tour de Cameron Rammer, de 29 ans, à disparaître. Au moment de sa disparition, apparemment que ça faisait 1 mois que Cameron était en psychose due à sa bipolarité et que ça faisait déjà quelques temps qu'il avait arrêté sa médication. La dernière fois qu'il a été vu, c'était à l'hôtel Fairmont où il allait récupérer ses bagages qu'il avait laissés quelques jours plus tôt. Il avait vraiment un comportement là, apparemment très incohérent, erratique, tellement que le staff, les employés de l'hôtel lui ont demandé de quitter l'établissement. Il portait 2 chaussures différentes, il était vraiment confus, c'était pas trop clair ce qu'il disait. Bref, après s'être fait mettre dehors de l'hôtel, il a disparu. C'est vrai que ces 2 histoires-là ressemblent étrangement à celle de Sean sans nécessairement être reliées. On peut se poser la question, Sean Dickerson, avant de disparaître, il était comment? Est-ce que lui aussi, il était dans un état de dépression, psychose? Est-ce qu'il y avait des troubles qui laissaient croire qu'il pourrait souffrir d'une maladie mentale? Je vais vous laisser en juger par vous-même. Avant de disparaître, on sait que Sean avait changé son nom sur Facebook pour Klaus Agnes. Je suis pas sûre que je le prononce bien, mais c'était les noms de 2 artistes qu'il aimait. Ça peut vouloir rien dire, là, changer ton nom sur Facebook, bon, ça veut rien dire, mais ça peut aussi être un signe très clair d'un épisode là, de manie bipolaire ou même de schizophrénie. On l'a vu dans le passé. Puis, ce qui est intéressant avec les médias sociaux, là, c'est que quelqu'un qui va souffrir justement d'une manie, d'une psychose, d'un épisode là, dans sa santé mentale, on va
pouvoir le déceler très très vite sur les médias sociaux, justement. Moi, je pense à un gars que je connais, là, je n'aimerais vraiment pas son nom, mais un gars que je connais sur Facebook, du jour au lendemain, il s'était mis à publier plein de photos, des statuts vraiment weird, c'était pas son genre du tout. Et j'étais comme, OK, on est en train de suivre une manie en direct, là. C'était très troublant de voir ça. Puis effectivement, après, il a comme disparu de Facebook. Et quelques mois plus tard, il est revenu puis il a dit qu'il avait été diagnostiqué justement avec de la bipolarité. Fait que sur les médias sociaux, c'est souvent très clair parce que quelqu'un en manie va peut-être avoir besoin de partager ce qu'il ressent, de beaucoup parler, de beaucoup écrire, de communiquer du moins. Fait que ça se pourrait là, que ce soit ce que Sean Dickerson justement a vécu quand il a changé son nom et quand il a publié 16 photos en 1 heure. Sinon, toujours au niveau de la santé mentale, Anne-Julie et la maman de Sean, Trisha, s'étaient longtemps posé la question là, si Sean était sur le spectre de l'autisme, parce qu'il avait comme tendance à se déconnecter de la réalité un petit peu. Il n'a jamais été diagnostiqué comme tel, mais et Sean et ses proches croyaient ça. Et Sean le croyait parce que, la journée qui n'est pas rentré au travail, donc la veille de sa disparition, à 1 heure, son patron l'a texté, il n'a pas répondu. À 23 heures, Sean a donné ses nouvelles au patron, puis il a dit justement qu'il était désolé et qu'il était autiste. Bon, est-ce que c'est une excuse? Peut-être que oui, peut-être que non, mais je pense que c'était vraiment une préoccupation pour Sean aussi. Écoute, excuse-moi d'avoir réagi comme ça, mais ce que je vis, ça pourrait l'expliquer, en quelque sorte. Mais tout ça n'explique quand même pas qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé à Sean Dickerson? Anne-Julie, elle croit qu'il aurait pu peut-être décider de quitter par lui-même, donc de refaire sa vie ailleurs. L'hypothèse classique dans des disparitions semblables, ça se pourrait qu'il ait décidé de quitter justement sans aviser personne. Selon son comportement, sa personnalité, ça serait pas impossible. Par exemple, quelques mois avant de disparaître, il avait changé son numéro de téléphone, puis il avait avisé personne. Fait que pendant plusieurs mois, ses proches n'étaient pas capables de le rejoindre. Fait qu'il a décidé de faire un gros changement de vie comme ça sans aviser ses proches. Ça pourrait être son genre. Donc quand Sean a disparu, au départ, sa mère n'était pas si inquiète que ça parce qu'elle se disait que elle pouvait très bien s'imaginer son fils en train de faire du backpacking en Europe sans aviser sa mère, sans aviser qui que ce soit. C'était son genre de juste partir à l'aventure, puis elle se disait qu'elle allait finir par avoir des nouvelles. Mais là, après justement 2-3 semaines sans signe de vie de son fils, c'est là qu'elle s'est posé des questions puis elle s'est demandé qu'est-ce qui clochait. En même temps, c'est pas comme s'il avait fait une petite valise là, pour partir en voyage. Non, il avait laissé tous ses effets personnels derrière lui. Mais selon la police, sa disparition est considérée comme une disparition volontaire, officiellement dans les faits, parce qu'il n'y a rien qui pointe vers un meurtre non plus. Sinon, on n'a pas le choix vraiment de considérer l'hypothèse du suicide. C'est pas une hypothèse qui est impossible, mais si on regarde sa vie dans les derniers mois, ça allait bien. Il y avait des projets, il y avait comme projet de déménager à New York, il y avait un nouvel emploi, il était musicien, il faisait de la musique. Bien qu'au travail, ça n'allait pas super bien, comme on peut le voir, sa mère l'a dit, c'était loin d'être une raison pour le bouleverser à ce point-là. C'était pas la carrière de sa vie, ça faisait 1 mois qu'il travaillait là, oui, il aimait ça, mais c'était plus un emploi temporaire, là. C'était pas une raison pour le pousser vers la dépression ou le suicide. Et c'est sûr que ça veut vraiment rien dire, mais à quelques reprises, Anne-Julie et lui avaient parlé justement de la mort et du suicide, et Sean avait dit clairement à Anne-Julie, moi c'est pas une option du tout, parce que je ferais jamais ça à ma mère. Bref, c'est assez mystérieux tout ça, parce que, encore une fois, ça serait pas impossible là, qu'il ait été victime d'un acte criminel random, aléatoire, donc un tueur opportuniste qui a croisé sur sa route puis qui s'en est pris à lui. C'est pas impossible, mais comme la police le croit, il y a rien qui pointe vers ça. Fait qu'en ce moment, c'est vraiment juste comme si Sean Dickerson s'était évaporé. Puis j'ai l'impression, oui, ça fait depuis 2011, fait que ça fait comme presque 15 ans qu'il a disparu, un peu moins. Ça serait difficile de le retrouver en vie, mais on dirait que
c'est pas quelque chose que je mettrais de côté à 100%. T'sais, je pense que ça pourrait être le genre de disparition qu'on verrait se résoudre. Soit qu'on le retrouve en vie ou non. Mais j'ai pas... il y a des disparitions que j'ai zéro confiance que la personne soit retrouvée en vie, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Puis je sais pas, c'est comme si vraiment tous les cas de California 5 se ressemblent un peu. Ils ont tous les mêmes caractéristiques. Je vais te parler rapidement des autres cas, là. Sean Seeley, de 19 ans, il a disparu en mai 2013, aussi à San Francisco. Et c'est vraiment bizarre parce que 6 mois avant de disparaître, lui, il avait fait une grosse chute qui lui avait causé un traumatisme crânien. Donc, encore une fois, au niveau du mental, il est pas qu'il était pas tout là à 100%, mais il avait changé définitivement de comportement, de mentalité, de personnalité. Il était super fragile et il nécessitait de la médication sur une base régulière. Et lui aussi a été vu pour la dernière fois au Golden Gate Park, mais il n'a jamais été retrouvé non plus, malgré plusieurs recherches et plusieurs battues. Finalement, dans la même veine, il y a Christian Hughes, pas sûr que je le dis bien, 20 ans, qui a disparu en février 2013, aussi à San Francisco. Il habitait en fait à San Diego, mais il est allé rendre visite à ses amis quelques jours à San Francisco. Malheureusement, il n'a jamais attrapé son vol de retour comme prévu. Donc, il n'est jamais rentré à la maison. Et la mère de Christian avait des doutes, des inquiétudes sur la santé mentale de son fils au moment des faits. Donc, je sais pas à quel point il y a une connexion entre ces 5 gars-là. Les familles croient certainement que oui, croient qu'il y a un lien entre les 5 hommes. Mais tu sais, je crois que dans les 5 cas, il pourrait s'agir justement de troubles de santé mentale. Plusieurs pourraient s'apparenter au suicide. Mais est-ce que ces hommes-là étaient justement plus vulnérables? Et s'il y a un tueur en série, c'est pas si commun les tueurs en série, mais s'il y a un tueur à San Francisco, est-ce qu'il aurait pu s'en prendre à ces gars-là, justement, qui étaient pas dans leur état normal? C'est pas vraiment l'hypothèse la plus probable, mais on peut pas l'éliminer complètement non plus. Ça me fait vraiment penser à ces disparitions de jeunes hommes qui ont tout pour eux, des hommes dans la vingtaine, athlétiques, qui réussissent à l'école. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'en ai même parlé dans mon dernier livre, Gardez l'œil ouvert. Tous ces gars-là disparaissent et on finit toujours par les retrouver dans l'eau. Il y a plusieurs de ces histoires-là qui sont extrêmement bizarres puis qui sont impossibles à expliquer. Fait que ça ressemble un peu à ça, malheureusement. Voilà pour cette vidéo qui est un peu plus courte qu'à l'habitude, mais sinon on va se voir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert et si vous avez quelconque information sur la disparition de Sean Dickerson, je vais mettre les informations en barre de description. Over and out.